j'ai préféré m'intéresser à ce qui est arrivé à ceux qui ont perdu la guerre au Rwanda, la guerre civile de 1994. Et ceux qui ont perdu la guerre, ce sont les Hutus qui étaient soutenus par la France. Et en m'intéressant au cas des Hutus, je me suis aperçu que le problème, à travers le cas des Hutus, j'ai pu comprendre que l'histoire officielle du génocide était très problématique. On le savait déjà, mais l'ampleur, ce que j'ai pu découvrir à travers mes recherches, m'amène à dire aujourd'hui qu'en fait, sur le Rwanda, on ne sait rien du tout. Et que en France, parce que cette année, on a fêté le 7 avril les 30 ans du génocide, c'était c'était un grand événement à Kigali. Tous les grands pays, tous les responsables occidentaux étaient là. Le président Emmanuel Macron avait aussi envoyé des gens là-bas. Et comme vous le savez aussi, le Rwanda et la France se sont réconciliés depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir. Alors, malheur aux vaincus, les vaincus, ce sont les Hutus rwandais, parce qu'il faut comprendre, je vais faire rapidement l'historique de la tragédie rwandaise. Vous avez au Rwanda un pouvoir qui était dirigé par un président Hutu qui s'appelle Juvenal Habyarimana, qui était soutenu par la France. Et le 1er octobre 1990, le Rwanda a été attaqué par une rébellion dirigée par des Tutsis de la diaspora. À leur tête, il y avait un certain Paul Kagame, qui lui a été formé par les Américains à Fort Leavenworth. Et pendant longtemps, la tragédie rwandaise a été présentée, en tout cas la guerre civile rwandaise a été présentée comme une guerre entre les Hutus et les Tutsis. C'est en partie vrai, en partie parce que la situation, la réalité est beaucoup plus complexe. Et pendant la guerre civile rwandaise, la France est le seul pays occidental à avoir tout fait pour éviter en fait l'hécatombe. Ça, on ne le dit pas souvent parce qu'en réalité, il y avait d'autres implications importantes qui n'ont pas souvent été relevées par les médias français. Je dis les médias français parce que du côté anglo-saxon, il y a quand même des travaux beaucoup plus intéressants qui permettent de comprendre le rôle des uns et des autres dans le génocide. Sauf qu'en France, il y a une sorte de... une propension à l'autoflagellation qui m'a toujours surpris quand on connaît véritablement le rôle de la France au Rwanda. Et donc, pendant la guerre civile, la France va faire exercer d'énormes pressions sur son allié rwandais, Hutu, pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation et pour qu'il intègre aussi les Tutsis dans son gouvernement. Parce que les Tutsis étaient représentés par la rébellion du Front patriotique rwandais dirigée par Kagame. Mais ce que les Français ignoraient, pas le président Mitterrand, mais les Français de manière générale ignoraient à ce moment-là, c'est que la guerre du Rwanda s'inscrivait dans un projet global. Parce que nous sommes quand même en 90, 91, c'est la fin de la guerre froide et tout ça, la dislocation du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis sont la seule superpuissance. À ce moment-là, les États-Unis décident de redéfinir les jeux d'alliance un peu partout dans le monde, y compris en Afrique et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs, qui est très riche en ressources naturelles. Et donc, à ce moment-là, les Américains disent, en fait, les Américains vont cibler tous les chefs d'État de la région des Grands Lacs qui ne sont plus en odeur de sainteté avec leurs intérêts. Le président Mobutu du Zaïre, qui est très riche en ressources naturelles, sera visé. On va passer par le Rwanda pour déstabiliser le Zaïre. Et donc, la guerre civile du Rwanda sera une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale. Pourquoi? Parce que les États-Unis voudront, à travers cette guerre, anéantir, neutraliser les intérêts de la France ou l'influence de la France en Afrique centrale. Donc, c'est dans cette optique-là que va aussi s'inscrire le génocide rwandais qui commence le 6 avril 1994, après l'assassinat du président Hutu par les hommes de Kagame. Donc, c'est cet assassinat-là. Donc, on va exploser son avion en vol. Cet avion était piloté par 3 équipages français. Je donne ces détails-là parce que je veux revenir sur ça plus tard. Et donc, on explose l'avion du président Habyarimana. Ça provoque un génocide au Rwanda. Les extrémistes Hutus décident de s'attaquer à leurs opposants, à tous les opposants rwandais, Hutus comme Tutsis. C'est ce qui déclenche le génocide. Et quand le génocide est déclenché, Kagame, qui a abattu l'avion, va demander à ses hommes d'attaquer, en fait, de mener une attaque ultime contre le Rwanda pour s'emparer du pouvoir. Et à ce moment-là, au Rwanda, il y avait une force de maintien de la paix de l'ONU, qu'on appelle la MINUAR. Les Américains, et ça devient très intéressant parce que ça permet de comprendre la suite des événements. Les Américains vont s'opposer systématiquement et vigoureusement à ce que la mission de l'ONU puisse intervenir pour rétablir la paix, ou en tout cas pour s'interposer entre les parties en conflit. Madeleine Albright et le représentant de la Grande-Bretagne à l'ONU vont clairement dire au secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Ghali, que nous n'allons pas autoriser une intervention au Rwanda. Pourquoi? Parce que si les troupes des Nations Unies étaient intervenues, elles auraient stoppé la guerre, en tout cas le conflit entre les deux parties, ce qui n'aurait pas permis à Kagame de s'emparer totalement du pouvoir. Et ça, c'est un aspect du génocide qu'on n'a jamais mis de l'avant. L'autre élément qu'il faut aussi dire, c'est que les dirigeants Hutus, les responsables Hutus, étaient conscients qu'ils étaient, en termes de capacité militaire, ils étaient inférieurs aux troupes du Front patriotique rwandais, donc de la rébellion, qui, elles, étaient soutenues par l'Ouganda, qui lui-même était soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, nous étions, pendant le génocide, devant un conflit africain sur fond de rivalité occidentale qui ne dit pas son nom.
Donc ça, c'est un peu la trame de l'histoire du génocide qu'on ne raconte pas dans les médias, parce que dans les grands médias, surtout en France, on nous explique que les Hutus ont massacré les Tutsis avec la complicité de la France. Et vous avez eu ici en France une commission d'enquête dirigée par un historien, Vincent Declercq, qui a été mise en place par Macron pour faire la lumière sur le rôle de la France dans le génocide. Et à la fin, dans ce rapport-là, on nous a expliqué, en tout cas Vincent Declercq a expliqué que la France a joué un rôle important, porte une certaine responsabilité dans le génocide. Ben, je vous donne tous ces détails parce que je vais revenir sur tout ça et je vais vous expliquer comment la France de Macron a joué le jeu de Kagame, ou comment on a sacrifié la vérité et la justice sur l'autel de rapprochement entre la France et le Rwanda. Et donc, le génocide a lieu, ça fait près de 800 000 morts, Hutus et Tutsis. Même si on parle souvent du génocide des Tutsis, moi, je ne suis pas d'accord avec cette dénomination. Moi, je crois qu'il y a eu au Rwanda des massacres qui ont touché toutes les composantes de la population rwandaise, autant les Hutus que les Tutsis et les Touas. Donc, les Touas sont une minorité dont on ne parle même pas beaucoup. Et pourtant, ils ont été tués aussi. Ça, c'est pour l'histoire du génocide. Maintenant, pourquoi les vaincus? Les vaincus, ce sont les Hutus. Depuis la fin du génocide, l'ONU a mis en place un tribunal pénal international pour le Rwanda, pour juger les personnes qui ont pris part au génocide. Très étrangement, ce tribunal ne s'est intéressé qu'aux Hutus. Et quand la procureure suisse Carla Del Ponte a voulu s'intéresser aux crimes de l'autre partie, au conflit donc des rebelles Tutsis du FPR qui ont pris le pouvoir après le génocide, parce qu'il faut dire qu'à la suite de la guerre civile consécutive à l'assassinat du président Habyarimana, les rebelles Tutsis ont pu prendre le pouvoir au Rwanda le 17 juillet 1994. Donc aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la tête du Rwanda depuis 1994. Donc c'est le président Kagame, que tout le monde connaît sûrement ici. Et donc, depuis la fin de la guerre, l'arrivée au pouvoir de Kagame, la mise en place du tribunal pénal international pour le Rwanda, donc le TPIR, il y a eu des procès. Et pas seulement à l'ONU, il y a aussi des procès en France. La France est le pays où il y a eu le plus de procès sur les crimes qui ont été perpétrés au Rwanda. Et vous avez vu sûrement dans les médias les procès de gens qu'on arrête ici et là. Et donc, on a tous ces procès, on commence par l'ONU. Le tribunal de l'ONU a été mis en place en 1995. Depuis, toutes les personnes qui ont été jugées sont les Hutus, ils ont été condamnés, certains ont été acquittés. Et moi, j'ai commencé mon travail, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre pourquoi, depuis la fin du génocide, seuls les Hutus sont jugés. Pas seulement par l'ONU, mais par les pays occidentaux aussi, alors qu'il est de notoriété publique qu'au Rwanda, toutes les parties ont commis des crimes, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais pourquoi eux ne sont pas inculpés? Un autre sujet qui a beaucoup fait polémique en France, c'est l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, qui a coûté la vie non seulement au chef d'État, parce qu'il y avait deux chefs d'État dans cet avion, il y avait le président du Rwanda et puis le président du Burundi. Et je vous ai dit qu'il y avait aussi des membres d'équipage français. Et les familles de ces équipages-là, de cet équipage français, avaient décidé de porter plainte en France. Il y a eu une instruction qui a été conduite par le juge français Jean-Louis Bruguère qui a mené à l'inculpation de 7 personnes entourant le président Kagame et tout ça. Et le juge Bruguère avait lancé 7 mandats d'arrêt qui n'ont jamais été exécutés simplement parce qu'à l'arrivée au pouvoir de Sarkozy, celui-ci a décidé en fait de se rapprocher de Kagame et de torpiller le dossier. Et donc, à travers les différents dossiers judiciaires sur lesquels je vais revenir, j'ai pu comprendre que, voilà, les Hutus n'étaient pas du bon côté de l'histoire, en fait. Non seulement ils ont perdu la guerre, mais à travers l'histoire des Hutus, on peut aussi comprendre comment l'histoire du génocide a été ficelée. J'aurais pu appeler cette conférence, vu que je suis à Paris, j'aurais pu appeler cette conférence le réseau français de Paul Kagame. Simplement parce que, dans mon enquête, j'ai découvert que la plupart des gens en Occident qui sont actifs dans le dossier du Rwanda se trouvent en France. Ils sont journalistes, politiques, mais aussi universitaires. Et tous les grands spécialistes du Rwanda en France, la plupart d'entre eux appartiennent au réseau de Kagame. Et j'ai pu interroger la plupart d'entre eux. Moi, j'ai été surpris, en tout cas, moi, je suis originaire d'un pays d'Afrique quand même. Je sais que nous, avec les dictatures, bon, nos autocrates, on les aime tels qu'ils sont, mais je ne pouvais pas penser qu'en France, les universitaires auraient eu peur de parler du Rwanda parce qu'il y a un réseau de gens qui opèrent dans l'ombre, qu'on voit souvent dans les médias, mais qui sont vraiment des militants de la cause Tutsi et qui sont devenus très intransigeants à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme eux. Aujourd'hui, dans le dossier du Rwanda, vous ne pouvez pas parler des sorts réservés aux Hutus. Simplement parce que les Hutus ont perdu la guerre, ils ne peuvent pas écrire l'histoire. Ceux qui écrivent l'histoire, c'est ceux qui l'ont gagnée. Et en l'occurrence, il y a Paul Kagame, mais aussi tous ces gens qui l'entourent, tout ce système académique, intellectuel et politique qui l'entoure. Mais je vais essayer, vu que le sujet est dense, je vais me limiter au rôle des Français, si vous permettez. En France, il y a eu des procès. Et avant d'aller plus loin, je dois quand même rendre hommage à quelqu'un à qui d'ailleurs je dédie ce bouquin, Pierre Péan,
que certains d'entre vous connaissent parce que Pierre Péan, je l'ai connu, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, mais qui m'a aussi beaucoup aidé quand j'ai commencé ce bouquin, alors juste après, qui m'avait donné des conseils. Pierre Péan était un très grand journaliste français, tout le monde le sait. Il a travaillé sur plusieurs dossiers, sur les services de renseignement, sur la France-Afrique, sur plusieurs dossiers. Mais Pierre m'a dit, le dossier le plus terrible auquel il a eu à faire face, c'est le dossier du Rwanda. Quand il a écrit son livre Noir, Fureur, Blanc, Menteur en 2004-2005, il a été violemment attaqué. Il y a eu un procès contre lui de SOS Racisme et de certains militants de certaines ONG françaises. Bon, il a gagné tous ses procès et je me rappelle, à la fin de sa vie, Pierre ne voulait plus entendre parler du Rwanda. Il était choqué, il était déçu, il était triste de voir comment son pays était devenu, entre guillemets, c'est très drôle de le dire, mais une sorte de chasse gardée du Rwanda de Kagame. C'est-à-dire que les médias français sont, la plupart des médias français sont pro-Kagame, pro-Rwanda, la plupart des universitaires appartiennent au réseau du FPR en France, et aussi, et ça c'est le dossier le plus surprenant pour moi, c'est la justice française. Parce que il y a eu le dossier, je vous ai dit, de l'attentat, il y a eu une enquête qui a été menée par le juge Bruguère et qui a lancé 7 mandats d'arrêt contre des proches de Kagame et qui voulait aussi inculper Kagame, mais il ne pouvait pas le faire parce que c'est un chef d'État. Donc, il avait demandé à l'ONU de l'inculper, ce qui n'a pas été fait. Mais lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a décidé de se rapprocher de Kagame parce que la France et le Rwanda, il y avait eu rupture de relations diplomatiques après les mandats d'arrêt français, les mandats d'arrêt du juge Bruguère. Et Sarkozy va nommer au ministère des Affaires étrangères quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, c'était un ami de Kagame depuis longtemps. Et Bernard Kouchner va travailler au niveau des affaires étrangères à faire sauter le dossier de l'attentat. C'est-à-dire qu'il va mettre en place une task force composée de Madame Charlotte Montel, de Monsieur Cantini, qui va devenir ambassadeur de France au Rwanda, mais aussi d'une magistrate qui s'appelle Sylvie Pound. C'est à elle qu'on a demandé de faire sauter le dossier de l'attentat. Alors, quand vous vivez en Afrique ou quand vous entendez le discours des médias occidentaux sur l'Afrique et son système de justice, vous dites, bon, oui, en Afrique, nous savons que c'est pas toute... D'abord, l'Afrique est plurielle. C'est déjà indécent de parler comme ça et caricatural. Mais il est vrai qu'en Afrique, il y a des problèmes. Souvent, le système de justice, dans la plupart des pays africains, Afrique nord subsaharienne, même au Maghreb aussi, les systèmes de justice sont problématiques. Mais moi, je ne pensais pas qu'il était aussi en France. Parce que dans le dossier de l'attentat, ce sont des juges français qui vont s'arranger pour faire sauter le dossier. Et moi, j'ai eu des confidences très intéressantes d'un juge français qui m'a raconté comment le système ici était pourri. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais il m'a dit dans ce dossier... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Kouchner met en place la task force. Et la task force va travailler à faire sauter le dossier de l'attentat. Et après Bruguère, un autre juge a repris le dossier de l'attentat. Il s'appelle Marc Trévidic. Et Marc Trévidic, lui, va enquêter pendant plusieurs années, et puis ses successeurs aussi, les juges Herbeau et Époux, vont enquêter pour nous dire 20 ans plus tard qu'il y a un non-lieu. Donc, en fait, on part de l'enquête du juge Bruguère qui avait identifié les proches de Kagame comme étant des responsables de l'attentat, à un non-lieu des années plus tard, des juges Trévidic, Poux et Herbeau. Comment comprendre ce non-lieu? Qui dit non-lieu dit qu'on ne sait pas qui a abattu l'avion. Alors que tout le monde sait que c'est le FPR qui a battu l'avion. Des membres, d'anciens membres du FPR ont fait des témoignages là-dessus. Ils ont expliqué comment ils ont organisé l'attentat. Les très proches collaborateurs de Kagame l'ont clairement dit, mais les juges français ont dit rien du tout. On ne sait pas qui a battu le dossier, qui a battu l'avion. Le juge Trévidic est encore plus malin, c'est qu'il va introduire le doute dans ce dossier. Il va faire produire un rapport balistique qui va laisser entendre que le tir du missile provenait d'un camp qui était tenu par les forces armées rwandaises, les Hutus. Donc, en gros, les Hutus ont abattu leur avion, ont tué leur chef, ont tué leur chef d'état-major, ont décapité leur propre système pour permettre aux Tutsis de prendre le pouvoir. Personne ne comprend ça, mais on explique quand même ça dans les médias français, on explique ça par certains universitaires français l'expliquent. Et pour couronner le tout, le président Macron arrive parce qu'entre Macron et Sarkozy, vous savez qu'il y a eu François Hollande. Lui, il était un peu distant par rapport au dossier de l'attentat, mais pas Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, conseillé par nul autre Nicolas Sarkozy, va lui aussi décider de se rapprocher, encore une fois, de Kagame. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron va mettre en place une commission d'enquête d'historiens, composée d'historiens, pour faire la lumière sur le rôle de la France dans le génocide. Et certains d'entre vous ont entendu parler des conclusions de ce rapport-là, qui a été publié, c'est 1100 pages de rapport, de documents en tout cas, dans lequel Vincent Duclercq, qui, je rappelle, n'est pas un spécialiste du Rwanda, a sûrement découvert le Rwanda avec la mission qu'on lui a donnée.
Le monsieur est un spécialiste de l'affaire Dreyfus. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. On demande à un spécialiste de l'affaire Dreyfus de faire la lumière sur le génocide de Rwanda. Et à la fin, le monsieur s'improvise spécialiste de Rwanda et explique au monde entier, parce que c'est lui qui est invité dans tous les médias. Il explique au monde entier que la France a joué un rôle dans le génocide. Et donc, c'est au regard des conclusions de son rapport que Kagame va accepter de se réconcilier avec la France. Macron va se rendre à Kigali et le président Kagame va venir ici. Mais moi, quand j'examine le dossier, d'abord, je m'aperçois que Vincent Duclercq n'est pas à son premier coup. Il était à la tête d'une mission d'information devant faire la lumière sur des génocides commis à travers le monde, y compris en Afrique. Et il avait présidé cette mission et avait produit un rapport dans lequel, en tout cas dans son volet africain, on a parlé de tous les crimes de masse perpétrés sur le continent nord, sauf les crimes de Kagame et de ses hommes. Donc Vincent Duclercq, selon toute vraisemblance, a été choisi pour en fait faire le jeu de Kigali. Et il le dit lui-même, ce qui est quand même étonnant dans le cas de M. Duclercq, c'est qu'il dit à la fin de son rapport que mon rôle à moi était, en tout cas le plus important pour moi, était de m'arranger pour que la France se réconcilie avec le Rwanda. Est-ce le rôle d'un historien? J'en doute fort. Alors, qui gravite autour de Vincent Duclercq? Certains historiens présentés comme des grands spécialistes du Rwanda, mais qui sont en réalité des gens qui appartiennent au réseau de Kagame. Et ça, je le sais, des gens qui appartiennent au réseau de Kagame qui m'ont dit, ceux-là sont cyniques. Alors, je ne vous parle même pas des universitaires français spécialistes de l'Afrique, avec qui j'ai des longues discussions, qui m'ont dit que ces gens sont des imposteurs. Mais ce sont eux qu'on entend. Et à travers cette posture militante pour la cause du FPR du Post-Tutsi, on marginalise les Hutus rwandais en France, mais c'est pareil dans plusieurs pays occidentaux. Il y a des procès. En France, il y a actuellement près de 40 dossiers au poste génocide des crimes contre l'humanité qui concernent le Rwanda. Et la plupart de ces dossiers sont pilotés par un couple français très célèbre. C'est le couple Gauthier. Certains d'entre vous ne connaissent pas peut-être ce monsieur et sa tendre moitié, parce que M. Gauthier, Alain Gauthier, c'est un instituteur à la retraite français qui est marié à une femme tutsi rwandaise. Et les deux sillonnent les médias français pour parler. On les appelle les Clarksfield. C'est comme ça qu'on les appelle. Les Clarksfield de la cause tutsi, parce que c'est eux qui traquent les soi-disant génocidaires à travers la France. Mais quand on s'intéresse au cas des Gauthier, on s'aperçoit d'abord que l'épouse de M. Gauthier, donc son épouse tutsi rwandaise, est de la même famille que l'un des dirigeants rwandais, James Kabarebe, qui a été cité dans plusieurs rapports de l'ONU dans les crimes de masse au Rwanda, mais aussi en RDC, au Congo voisin. Et donc, le couple Gauthier traque les Hutus à travers la France. Il y a 40 dossiers ouverts. Il y a déjà eu 8 condamnations en France. Et la plupart de ces condamnations posent problème. Et moi, j'ai reçu les confidences d'un homme. Je ne peux pas parler de lui dans les détails parce que, comme j'explique dans le livre, je ne veux pas qu'on sache à quelle structure du pouvoir rwandais il appartient. Mais ce monsieur m'a permis de comprendre comment les procès se déroulent dans les pays occidentaux, notamment en France. Le monsieur me dit, quand les juges français, les enquêteurs français viennent au Rwanda, ils sont pris en charge par le régime. Mais il ne faut pas oublier quand même que ces personnes vont juger les Hutus rwandais qui appartiennent au camp qui a été vaincu pendant la guerre. Et ceux qui veulent le juger, c'est ceux qui ont gagné la guerre et qui collaborent avec les institutions françaises. Donc, peut-on obtenir justice dans ces conditions? Je doute fort. Parce que c'est le gouvernement rwandais qui désigne les endroits qui doivent faire l'objet d'investigation. Les témoins rwandais qui sont entendus proviennent du Rwanda. La plupart d'entre eux appartiennent à ce qu'on appelle au Rwanda le syndicat des délateurs. C'est-à-dire que les gars ont mis en place une structure de, entre guillemets, soi-disant rescapés du génocide qui vont témoigner dans tous les grands procès à travers le monde sur les Hutus. Et c'est ça aussi le problème de la justice dans la plupart des pays occidentaux, c'est que vous avez des jugements qui sont quand même extraordinaires. Je vous donne un exemple. Au Canada, chez moi au Canada, je tombe sur un dossier administratif. C'est un monsieur qui demande asile au Canada. Ce monsieur était stagiaire au moment du génocide à l'hôpital de Butare. Ce monsieur a survécu au génocide. Il demande asile, il introduit son dossier d'asile et le juge en charge du dossier rejette sa demande. Pourquoi? Parce qu'il a survécu au génocide. Et le juge dit, dans le jugement, s'il a survécu au génocide, c'est qu'il était peut-être de connivence avec les génocidaires Hutus. Donc, en gros, un Hutu digne de ce nom est un Hutu mort. C'est ce que la justice nous dit. Et vous avez ce type de jugement dans beaucoup de dossiers. Un autre dossier en Hollande, une dame
est accusé d'avoir pris part au génocide. Et je rappelle que toutes les accusations émanent de Kigali. En France, les accusations émanent du couple Gauthier, Alain et Dafrosa, son épouse, qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités rwandaises. Et ici, en France, on présente Alain Gauthier et son épouse comme étant des grands traqueurs des génocides. Ils enquêtent, mais Alain Gauthier et son épouse n'enquêtent pas. Vous ne pouvez pas enquêter librement dans un pays comme le Rwanda, qui est quadrillé, qui est surveillé par les services, par la DMI, le tout-puissant service de renseignement rwandais, qui non seulement surveille et terrorise les Rwandais, mais aussi sillonne le monde et assassine des opposants et des dirigeants, des témoins gênants. Je vais revenir sur ça parce qu'on a assassiné plusieurs témoins occidentaux qui étaient présents dans la région, à l'étranger. Et les pays occidentaux, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont tout fait pour que la justice ne triomphe pas. Mais je vais revenir sur ces détails-là aussi. Mais pour parler de la justice, aujourd'hui, vous avez des procès à travers le monde des accusations émanent de Kigali, les témoins proviennent de Kigali, et au final, les Hutus ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas comment se positionner parce que il est difficile de faire entendre raison à des jurés ou à des juges qui écoutent des fameux rescapés qui viennent, qui sont en réalité, pour certains d'entre eux, je ne dis pas tous, hein, pour certains d'entre eux, des vrais acteurs de cinéma. Quand ils arrivent en Occident, ça commence à pleurer en Kinyarwanda, mais le juge qui regarde ça, les jurés qui regardent ça, ben ça fend le cœur. Et au final, on condamne des gens à tour de bras sur la base, souvent, je ne peux pas dire que les personnes qui ont été condamnées sont tous innocents, je ne peux pas dire ça. Par contre, le processus judiciaire, de mon point de vue, est vicié à tous les niveaux. Tant au niveau des enquêtes, au Rwanda, qu'au niveau, il y a des enquêtes préliminaires, il y a des enquêtes sur place, mais les témoignages, tout est vicié. On est face à des gens qui sont préparés par le régime de Kigali. Et les seuls cas que j'ai pu répertorier dans lesquels il y a eu acquittement, c'est quand les témoins ont été tellement nuls dans la présentation des faits. C'est-à-dire qu'ils mentaient. Parce que la plupart des gens appartiennent à ce qu'on appelle les syndicats des délateurs au Rwanda. Et les enquêteurs français qui y vont, vos gendarmes qui y vont, se font manipuler comme des enfants. Moi, vous allez m'excuser, mais le chapitre consacré à la justice, sur le cas des Hutus inculpés et condamnés dans les pays occidentaux, j'ai appelé ce chapitre-là « Les Blancs sont bêtes ». J'ai appelé ça « Les Blancs sont bêtes », c'est pas moi qui le dis, c'est la personne que j'ai interviewée qui me le dit. Il me dit, mais moi je lui dis, vous ne pouvez quand même pas manipuler tous les responsables occidentaux, les magistrats qui arrivent ici, vous n'êtes pas capable de tous les manipuler. Il m'a dit, écoutez, monsieur Mbeko, vous savez, il arrive souvent après les procès en Occident, entre amis autour d'un verre, d'entendre quelqu'un dire, ben, tu sais, ces Blancs sont vraiment bêtes. C'est-à-dire qu'on les manipule, on les instrumentalise et on sort sur les émotions. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Vous ne pouvez pas, il faut quand même rappeler que, je le dis encore une fois, ceux qui sont jugés ont perdu la guerre. Et ceux qui jugent sont ceux qui ont gagné la guerre et qui ont le contrôle de tous les matériaux qui permettent de juger ceux qui sont vaincus. Et c'est encore plus grave dans le cas des acquittés. Parce que, vous savez, je vous ai parlé du tribunal pénal international pour le Rwanda. Quelques personnes ont été acquittées. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont été acquittés, ça fait 20 ans, et qui n'ont pas encore trouvé des pays d'accueil. Acquittés. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux qui ont mis en place le tribunal, qui l'ont financé, refusent de recevoir chez eux des personnes qui ont été acquittées tout simplement parce qu'on ne veut pas énerver le pouvoir de Kigali. Et le plus vieux des acquittés, M. André Tagerura, qui était ministre dans le gouvernement intérimaire qui a été mis en place pendant le génocide, ce monsieur, et encore aujourd'hui, ils étaient à Arusha, dans une maison sécurisée, pendant plus de 15 ans. Maintenant, ils ont été envoyés au Niger. Ces gens ont de la difficulté à trouver un pays d'accueil. Les quelques-uns qui ont réussi à trouver un pays d'accueil, parce que d'abord, ils ont des familles ici, la plupart d'entre eux. Ils ont des familles en France, des gens qui sont devenus français, belges, hollandais, américains, canadiens. Mais tous ces pays leur refusent le droit de venir ici, alors qu'ils ont été acquittés. Dans le cas de la France, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a eu des décisions du tribunal administratif français qui a dit au gouvernement français que vous ne pouvez pas violer les droits de ces gens qui ont été acquittés, vous devez les laisser venir retrouver les membres de leur famille ici en France. Et ce sont les dirigeants politiques français qui ont dit non. Parce qu'on ne voulait pas que ces Hutus-là viennent perturber l'ordre social. Ça, c'est l'explication qu'on a donnée. Et au moment où je vous parle, ils sont maintenant 6. Certains sont morts là-bas. Le cas du ministre Gérard Bekamopoka est aussi flagrant. Ce monsieur était ministre aussi des Affaires étrangères. Il a été acquitté. Sa famille se trouve au Canada. Sa femme et ses enfants sont canadiens. Mais le gouvernement canadien a refusé de l'accueillir au Canada.
Sa famille a demandé à le parrainer. Le gouvernement canadien a dit niet. Et l'argument qu'on avance, c'est que ces gens-là, à partir du moment où ils ont été accusés et inculpés, même s'ils ont été acquittés, ça reste quand même des Hutus. Hein? C'est des Hutus. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui ont peut-être pris part au génocide. Parce que l'argument, on utilise, et ça c'est important de le dire aussi, la plupart de ces pays utilisent la Convention sur le statut de réfugié de l'ONU, qui dit que parce qu'une personne qui est acquittée n'est pas nécessairement innocente, selon eux. C'est parce qu'on n'a pas trouvé des éléments qui permettent de le condamner. C'est l'argument qu'ils utilisent. Alors moi, quand je pose la question à un des responsables de l'ONU, il me dit, mais c'est pas vrai. La réalité est que ces gens ne sont pas accueillis dans ces pays-là parce que ces pays-là ne veulent pas avoir des problèmes avec le Rwanda. Bon, moi, la question que je me pose, le Rwanda, c'est quand même très minuscule. Il n'a pas une importance stratégique qui serait celle de la Turquie, je ne sais de quel pays. Comment un pays comme le Rwanda peut exercer des pressions sur des pays qui sont censés être des grandes puissances, au point de pousser ces pays à ne même pas respecter leurs propres lois ou leurs propres valeurs, disons ça comme ça, parce que c'est à la mode aujourd'hui. C'est la question qu'on peut se poser. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Bikamumpuka, son dossier a été refusé par le gouvernement du Canada, et c'est après sa mort qu'il a été accepté. C'est-à-dire son corps a été reçu au Canada, il a été enterré au Canada. Mais vivant, on n'a pas voulu de lui. Vous arrivez au niveau des Nations Unies avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Carla Del Ponte décide de poursuivre l'armée Tutsi qui a aussi pris part au génocide. Les Américains interviennent très clairement, lui font comprendre que le tribunal n'a pas été mis en place pour ça. Et un homme, Pierre Richard Prosper, le responsable américain pour le crime de guerre, va demander à la procureure du TPIR de laisser tomber le dossier de poursuite et de le confier aux autorités rwandaises. Il dit, demandez à Kagame de poursuivre ses propres soldats. Carla Del Ponte va dire non, et qu'est-ce qui va se passer? Mais on va la faire sauter. Une procureure du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est pas renvoyée officiellement, mais elle a été mise de côté pour faire plaisir à une dictature africaine. Et donc, on condamne les Hutus à tour de bras, souvent à travers des procès qui sont bidons, parce que, je vais vous donner un exemple encore, pour étayer ce que je dis. Dans un autre dossier, devant la justice américaine cette fois, un homme, le monsieur qui avait demandé asile au Canada, qui s'appelle Jean-Léonard Tegania, il a demandé l'asile au Canada, sa demande a été rejetée au prétexte, comme je vous l'ai dit, qu'il a survécu au génocide, c'est qu'il était nécessairement de connivence avec les génocidaires. Le monsieur se rend aux États-Unis, demande l'asile. Il est arrêté par les autorités américaines et au moment de le juger, d'autres chefs d'accusation arrivent. Au Canada, il n'y avait aucun chef d'accusation contre lui, à part celui de l'immigration illégale. Aux États-Unis, on va assaisonner le dossier d'immigration d'une autre affaire. Cette fois, on va dire qu'elle a pris part au génocide. Donc, Kigali va monter un dossier de toutes pièces. Kigali, qui ne le connaissait pas, en fait, avant ses péripéties au Canada, va monter un dossier judiciaire contre lui en disant que ce monsieur avait pris part au génocide au Rwanda. Et donc, aux États-Unis, il va être confronté à ces accusations de participation au génocide, mais à part son dossier d'immigration. Le procès aura lieu et à la fin du procès, il est condamné à 50 mois de prison. Mais le juge ne retient que son entrée illégale aux États-Unis. Il refuse de prendre en considération le dossier du génocide parce que les témoins n'étaient pas crédibles. Et le juge dit très clairement que si ce procès impliquait un Américain, cet homme serait déjà acquitté depuis longtemps. Et je ne pense pas que dans un procès impliquant des Américains, on peut avoir ce genre de preuves. Et l'une des personnes qui a pris part à ce procès, qui était le témoin de l'accusation, a déjà eu à intervenir devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Moi, je l'ai découvert par hasard. Vous comprendrez, c'est que je ne peux pas donner des indications sur cette personne-là pour ne pas griller ma source. Mais cette personne avait témoigné lors d'un procès au TPIR et lors du procès, il n'avait jamais cité le monsieur Jean-Léonard. Et sa version des faits est très différente de ce qu'elle a dit devant la justice américaine. Et donc, vous avez ce genre d'individus qui sillonnent les capitales occidentales, les cours et tribunaux pour témoigner contre des Hutus, mais qui ne sont pas crédibles et qui sont préparés par le régime de Kigali. Et moi, dans le livre, je pose une question simple. Quel pays occidental aujourd'hui, au regard des tensions qui existent entre l'Occident et la Russie, accepterait d'envoyer en Russie un opposant parce que la justice russe serait un opposant réclamé par la Russie, tout simplement parce que la justice russe serait une bonne justice? Qu'il ferait aujourd'hui? Quel pays ou quel système de justice en Occident pourrait renvoyer en Corée du Nord ou en Syrie
un opposant recherché par les gouvernements de ce pays-là au prétexte qu'ils auraient perpétré des crimes là-bas. On ne le ferait pas. On le fait dans le cas du Rwanda, simplement parce que le Rwanda est un allié de l'Occident. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, tout le procès qu'on fait au système de justice africain, on peut le faire aussi aux pays occidentaux, à leur système de justice. Mais ce qui est plus grave et ce qui est inquiétant, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passera quand Kagame sera renversé, quand il ne sera plus au pouvoir? Toutes ces personnes qui ont été condamnées en Occident, tous ces Hutus qui ont été condamnés arbitrairement en Occident, que se passera-t-il pour tous ces gens quand un autre gouvernement arrivera au Rwanda et dira toutes ces personnes ont été condamnées arbitrairement? C'est une question qu'on peut se poser. Pour la France particulièrement, je me dis, les chefs d'État français ont vraiment... ils savent se mettre du mauvais côté de l'histoire. Les chefs d'État français que je vois, depuis Sarkozy au terrible Emmanuel Macron, moi je me dis, il y aura un problème parce que on a reproché à la France d'avoir joué un rôle dans le génocide, alors que ce n'était pas le cas. La France avait joué un rôle important au Rwanda en essayant d'empêcher le génocide. Mais ceux qui sont venus après Mitterrand, et même Chirac, parce que Chirac était distant de Kagame, ont joué le jeu du Rwanda. Mais quand il y aura un changement de garde au Rwanda, qu'adviendra-t-il des relations entre la France et le Rwanda, ou même avec un certain nombre de pays africains? Il y a une absence totale de lisibilité dans la politique du président Macron. On ne comprend même pas ce qu'il fait, en fait. Bon, ici, vous dites qu'il fait en même temps, c'est ça? C'est ce que vous dites ici, mais c'est très grave parce que dans le dossier du Rwanda, quand vous voyez tout ce qui a été fait à ce jour, la question que vous pouvez vous poser, c'est que la France est dirigée par des gens qui ne comprennent rien à rien. Sérieusement, ils ne comprennent rien. Le président Macron décide, et ce qui est plus grave, c'est qu'il décide de sacrifier la vie de 3 Français tués dans un attentat aérien pour faire plaisir à un tortionnaire au Rwanda. Et donc, le dossier de l'attentat a été sacrifié sur l'autel de rapprochement entre la France et Kagame. Pourquoi Kagame? Parce que celui-ci est devenu le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Vous avez vu, l'Union européenne, très récemment, a signé un protocole d'accord sur les minerais stratégiques avec le Rwanda, qui n'en dispose pas beaucoup, mais qui pille les ressources de son voisin, la République démocratique du Congo. Et donc, les Congolais qui voient ça, vous pensez qu'ils sont contents avec la France? Mais la réponse est non. Alors avec la France et l'Union européenne. Et si l'Union européenne le fait en partie, c'est parce que la France de Emmanuel Macron exerce des pressions sur l'Union européenne pour qu'on finance l'armée rwandaise qui protège aujourd'hui les intérêts de Total en Mozambique et qui aujourd'hui est devenu aussi en fait le mercenaire, le Wagner. On parle beaucoup de Wagner, mais on peut aussi parler de l'armée rwandaise qui joue les Wagner dans plusieurs régions du monde pour sécuriser des intérêts occidentaux aussi. Et donc, quand les autorités françaises prennent des décisions irréfléchies, court-termistes, parce qu'en réalité, c'est du court terme, ça, ils ne réalisent pas qu'ils se mettent à dos de plus en plus des pays africains. Et je dis souvent à mes amis français, ou à certains gens, quand j'entends les journalistes français dire que mais les Africains succombent à la propagande russe, c'est insultant pour les Africains. C'est insultant pour l'intelligence des Africains. Si les Africains se détournent de la France, c'est parce qu'ils se rendent compte que la France est dirigée par des gens qui ne comprennent rien, par des gens qui ont une vision court-termiste des relations internationales. Je ne veux même pas faire le procès de l'implication française dans la guerre en Ukraine, parce que bon, vous êtes bien placé pour le faire, mais on voit quand même que le président Macron ne comprend rien, mais rien du tout. Et je ne sais pas, parce qu'il aime beaucoup les bons discours, c'est un bon démagogue quand même, parce qu'il dit des choses qu'il ne comprend pas. Non, excusez-moi, mais dans le cas de la région des Grands Lacs, moi, à chaque fois que j'écoute le président français, je me dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il dit une chose au président de la RDC. En fait, quand il rencontre le président rwandais, il le glorifie, ce sont des bons mots. Quand il rencontre le président de la RDC, qui est agressé, dans le pays est agressé par le Rwanda, il dit autre chose. En fait, c'est comme s'il adapte son discours à ses interlocuteurs. Mais c'est problématique pour un chef d'État. Et je ne parle même pas des Rwandais, de la grande majorité des Rwandais. Les Hutus rwandais, c'est quand même 85% de la population rwandaise. Les Tutsis, c'est 14%. Le président Macron soutient un régime minoritaire, le régime de Kagame, qui ne représente même pas tous les Tutsis, parce qu'aujourd'hui, les adversaires les plus résolus de ce régime-là, ce sont les Tutsis qui ont été sacrifiés par les éléments du FPR, parce que Kagame est un Tutsi qui vient de la diaspora. Il était membre de l'armée ougandaise, et lui, quand il est rentré au Rwanda, il a clairement dit qu'il ne reconnaissait pas les Tutsis de l'intérieur. Il a instrumentalisé les Tutsis de l'intérieur pour arriver à ses fins.
Mais il les massacre tous. J'ai dédié ce bouquin à 3 personnes. 2 d'entre elles sont des Tutsis rescapés du génocide. L'un d'entre eux s'appelle Kizito Mihigo. Il a perdu tous ses parents pendant le génocide et il a été assassiné simplement parce qu'il a demandé, il a prôné l'unité des Rwandais, la réconciliation entre Rwandais. Il a dit, si on peut faire de la propagande, parce qu'en fait, c'est ça sa chanson, si on peut reconnaître tous les torts qui ont été faits aux Tutsis, on doit aussi reconnaître que les autres ont été tués. Les Hutus ont été massacrés. À cause de ça, il a été tué. Bon, on a parlé de suicide, mais c'est un suicide assisté quand même. Et il a été tué. Et donc, vous avez des Tutsis aujourd'hui qui sont opposés au régime du président Kagame, mais qui ne sont pas entendus en France par les autorités françaises. Vous avez les Hutus majoritaires qui ne disent rien parce que on peut te poursuivre du jour au lendemain, t'accuser de génocide, même si tu n'as rien fait. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a des cas que j'ai documentés. Le cas, par exemple, de l'ancien directeur de cabinet du président Habyarimana, M. Enoch Rui-Guira. Ce monsieur a été arrêté en Allemagne. Il a la nationalité néo-zélandaise. Pardon, on l'arrête en Allemagne parce qu'il aurait préparé le génocide. Mais les autorités néo-zélandaises disent, mais lui, on a vérifié son dossier, on a tout regardé, il n'a jamais préparé au génocide. Mais les autorités allemandes l'ont quand même arrêté pendant 8 mois, ce monsieur resté en prison. Et on voulait l'extrader au Rwanda. Oui, il a expliqué aux autorités allemandes qu'il n'a rien fait. Il a présenté des documents. Parce que lorsqu'il y a eu la première plainte contre lui, Interpol a fait une enquête et on a prouvé qu'il n'avait pas préparé au génocide. Donc, j'ai des documents d'Interpol qui disent très clairement que ce monsieur, son nom doit être effacé de tous les systèmes d'Interpol à travers le monde. Il ne peut être poursuivi. Mais quelques années après, les Allemands l'arrêtent parce qu'il y a un mandat d'arrêt international lancé par le Rwanda. Et pendant 6 mois, 7 mois, ce monsieur reste en prison sans comprendre ce qui arrive. Il a expliqué, il a dit, mais les autorités rwandaises sont bonnes dans la fabrication des preuves. On dit non, il était au Rwanda. D'abord, au début, ils ont dit qu'il était au Rwanda, il a préparé au génocide. On a même détaillé comment il a supervisé les massacres. Problème, il était en Belgique à ce moment-là. Il a été évacué par l'armée belge avec sa famille. Les Allemands l'arrêtent. Les Allemands disent, on ne va pas regarder ton dossier, on va t'extrader au Rwanda, ce sont les Rwandais qui vont s'occuper de toi. Et ce monsieur est resté en prison pendant 7 mois. Il a été traumatisé, je lui ai parlé, c'est un homme traumatisé. Et il n'est pas le seul. Un autre au Canada, M. Jean Bertrand. Lui, son cas est encore plus terrible parce que lui, il était même député au Rwanda, dans le Rwanda post-génocide. Il quitte le Rwanda, il va au Canada, il demande l'asile. Pendant qu'on traite son dossier, les juges disent non, mais on ne va pas t'accepter parce que, et ça c'est l'autre problème, c'est que toutes les personnes, tous les Hutus qui ont appartenu à l'administration rwandaise de l'époque sont suspectés d'avoir préparé au génocide, même s'il n'y a aucune accusation contre ces gens-là. Dans tous les pays occidentaux, quand ils arrivent, on les suspecte d'être des génocidaires, de présumés génocidaires. Déjà, on n'est pas présumé génocidaire, on est présumé innocent. Or, même les juges, les procureurs du tribunal de l'ONU ou des pays occidentaux utilisent l'expression présumé génocidaire Hutu, alors qu'en réalité, on n'est pas présumé génocidaire, on est présumé innocent. Et j'ai posé la question à un grand procureur, j'ai dit, mais vous avez dit qu'ils sont des présumés génocidaires, mais cette expression n'a pas de sens. Il dit, ah oui, c'est vrai. J'ai jamais pensé. C'est un procureur. Je suis sérieux, je ne veux pas citer son nom parce que j'ai discuté avec lui. Après, j'avais déjà fini l'écriture du bouquin. J'aurais bien voulu intégrer cette partie-là. Ça vous montre aussi comment l'histoire officielle du génocide structure les raisonnements des universitaires et des professionnels de la justice. Ça, c'est un chapitre important de mon livre qui s'appelle « Quand l'histoire des vainqueurs guide les pas de la justice ». C'est-à-dire, dans le cas du Rwanda, aussi, c'est ce qui se passe. Il y a ceux qui sont de mauvaise foi, mais il y a ceux qui sont de bonne foi, mais qui vont juger, qui vont apprécier les situations, les événements liés au Rwanda en fonction de l'histoire officielle du génocide. Or, l'histoire officielle du génocide a installé les Tutsis dans le rôle et Kagame dans le rôle de sauveur du Rwanda et les Hutus dans le rôle des génocidaires. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est Hutu, il est difficile de prétendre qu'on est innocent. Et c'est le cas de ce monsieur Jean Bertrand au Canada. Ce monsieur était député au Rwanda, dans le Rwanda post-génocide. Il arrive au Canada, son dossier est rejeté, et un procureur de la couronne, parce qu'au Canada, on parle de procureur de la couronne, ici, vous dites le ministère public, c'est ça? C'est lui qui représente l'État. C'est ça. Chez nous, on parle du procureur de la couronne. Et le procureur de la couronne, un procureur de la couronne Zédé dit, sûrement que ce monsieur a préparé au génocide. Et commence à emmerder. Ah, excusez-moi l'expression, mais on a commencé à le déranger. Et le Rwanda, qui ne savait rien, qui n'avait rien contre ce monsieur, a décidé de monter un dossier. C'est sérieux. Ils ont monté un dossier. Ils l'ont assaisonné de quelques accusations. C'est un génocidaire. Il a pris part au génocide. Et ce monsieur aussi a failli être extradé au Rwanda. Et c'est comme ça dans la plupart des dossiers. Un autre encore, je vais finir là. Lui, il travaille au ministère de la Justice du Canada.
Ce monsieur est arrivé au Canada après le génocide. Il travaille au ministère de la Justice et un bon matin, on le convoque, on lui dit, pour vous, d'abord, le boulot, vous êtes suspendu, nous allons enquêter sur vous, vous avez pris part au génocide. Pourquoi? C'est sur la base de ce qui a été rédigé sur la base d'un rapport rédigé par une ONG britannique qui s'appelle African Right, qui dans son rapport a dit que ce monsieur-là et son père ont pris part au génocide. Les enquêteurs canadiens sont allés au Rwanda, ils ont enquêté, ils sont revenus, ils ont dit non, 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 non. Ces accusations-là ne sont pas fondées. L'immigration Canada a décidé quand même que sa nationalité soit révoquée. Et son avocat, très curieux, comme tout bon avocat, a décidé de bien examiner le dossier. Il s'est aperçu que Immigration Canada avait caché certains détails de l'enquête de la police canadienne qui a été faite au Rwanda. Et en examinant le dossier, on retrouve des témoins qui disent que ce monsieur n'a pas pris part au génocide. Donc, il décide de porter l'affaire devant la Cour fédérale et finalement, la Cour fédérale lui donne raison. Mais pour revenir à l'ONG qui a accusé ce monsieur d'avoir pris part au génocide, African Right, cette ONG a publié un gros livre 2 mois ou 3 mois après la fin du génocide. Ce livre était devenu la Bible de tous les spécialistes qui s'intéressaient au Rwanda. Bon, j'ai découvert que la responsable de cette ONG travaillait avec le Rwanda, avec Kagame. Mieux, c'est une confidence qui m'a été faite, mais je n'ai pas voulu le reprendre. Non, je l'ai mis en note de bas de page. On m'explique que la responsable de cette ONG sortait avec un des responsables du FPR. Et cette ONG a intoxiqué le monde entier avec son rapport. Le rapport était bien exposé à l'aéroport de Kigali quand tu es arrivé, quand les expatriés, les Occidentaux arrivaient, ils voyaient le rapport, le commandaient, et toutes les ambassades utilisaient ce rapport-là, tous les universitaires l'utilisaient, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive jusqu'à ce que ça devienne très flagrant, en fait, la connivence entre cette ONG et le pouvoir Tutsi du Rwanda. D'ailleurs, quand ils ont eu des problèmes de financement, en tout cas, les membres de cette ONG a eu des problèmes de financement, le gouvernement rwandais l'a installé quand même dans la même bâtisse où se trouvaient les services de renseignement. Bon, ça c'est pour African Right. Mais il y a une autre ONG dont le bouquin est devenu une référence dans le dossier de Rwanda à ce jour. C'est Human Rights Watch et la Fédération internationale de droits de l'homme. Ils sont basés ici, je pense, à Paris. Ils ont publié un livre qui s'appelle « Aucun témoin ne doit survivre ». C'est un livre sur le génocide rwandais qui est très intéressant, qui est devenu la référence absolue sur le Rwanda. Ce livre est cité dans tous les procès, dans tous les grands procès sur le Rwanda. Et en évidence, bien entendu, dans le rôle des génocidaires en chef, c'est Habyarimana, et puis les Hutus. Et Kagame, on parle un peu, à la différence d'African Right, Human Rights Watch et la FIDH parlent quand même des crimes qui ont été commis par Kagame. Mais le chapitre consacré au FPR et à Kagame est quand même intéressant. Le titre, c'est « Stopper le génocide ». Donc, eux ont stoppé le génocide, même s'ils ont commis des crimes ici et là, ce sont eux qui ont stoppé le génocide. Je me suis intéressé aussi à cette ONG-là et à son rapport. Et je me suis aperçu que le rapport était biaisé, très biaisé. L'un des co-auteurs du rapport, M. Éric Gillet, qui est un juriste belge qui intervient dans la plupart des procès sur le génocide, je lui ai demandé, mais la responsable de l'ONG, qui s'appelait à l'époque Alison Desforges, paix à son âme, c'est une Américaine. J'ai dit, ta collègue a été rabrouée devant la justice canadienne dans un dossier impliquant un Hutu qui s'appelle Léon Mugesera. Les juges canadiens de la Cour d'appel fédérale ont dit très clairement que cette femme n'était pas une historienne, mais c'était une militante. Et qu'en tant que militante, elle a rédigé un rapport qui était bâclé et biaisé, qui ne pouvait pas être accepté. Ça, c'est dans un dossier qui concernait un Hutu rwandais, Léon Mugesera, qui est cité dans ce rapport-là. Et donc, je pose la question à M. Gillet. Je dis, mais M. Gillet, votre collègue, qui a aussi rédigé le rapport, a été rabroué par la justice canadienne. Il me répond en disant que oui, ce n'est pas un rapport qui a été écrit avec rigueur, c'est un rapport militant. Il l'a reconnu très clairement. Il dit notre rôle n'est pas de chercher la vérité. C'est de mettre le doigt sur des problèmes qui ne vont pas pour permettre après au gouvernement de s'y intéresser. Point barre. Et vous avez des documents comme ça, qui sont des documents de référence sur le Rwanda et qui ont été écrits de manière je ne dirais pas très légère parce qu'il y a des aspects intéressants dans le bouquin, mais qui font aujourd'hui qu'il y a en Occident un regard sur le drame rwandais qui n'a qu'un rapport lointain avec la réalité. Et à travers ce type de rapport, à travers ce type de documents ou de recherche, on condamne à tour de bras les Hutus et parallèlement à tout ça, on ferme les yeux sur les crimes de Kagame au Rwanda, mais aussi en République démocratique du Congo, où il y a plus de 6 millions de morts là-bas. Plus de 6 millions de morts. Et les Congolais n'ont rien fait, ils n'ont jamais été impliqués dans les événements du Rwanda. Et donc, des dirigeants occidentaux, à commencer par le président français, prennent fait et cause pour le pouvoir Tutsi au point de se mettre à dos
une bonne partie de l'opinion publique africaine, à commencer par les Congolais, mais aussi les Rwandais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et fait intéressant, parce qu'il faut quand même comprendre ceci pour les Français. Pourquoi le Rwanda se rapproche de la France? Pourquoi le Rwanda de Kagame, qui a pendant longtemps insulté la France, craché sur la France pour son rôle supposé dans le génocide, a décidé de se rapprocher de Macron? D'abord de Sarkozy, puis de Macron, surtout de Macron. Personne en France s'est posé cette question. Or, le rapprochement franco-rwandais intervient à un moment où Kagame est en train d'être lâché par ses protecteurs anglo-saxons. Personne en France s'est posé cette question-là. Les Américains sont de plus en plus critiques à l'égard du Rwanda. Quand Kagame change la dénomination génocide rwandais pour des génocides des Tutsis, les Américains et les Britanniques s'y opposent à l'ONU. Mais c'est à ce moment-là que la France décide, tout bonnement, décide de se rapprocher du Rwanda au point, encore une fois, de se mettre en porte-à-faux avec l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est ce qui va se passer encore une fois. La position de la France est intenable. Et si la France pense que le Rwanda ou Kagame se rapprochait de l'examen pour faire ami-ami, la France se trompe, les autorités françaises se trompent. Kagame va rapidement retourner sa veste si les Français commencent à l'emmerder. Il va retourner sa veste très rapidement, il va continuer à insulter la France. Et comme, il a des relais ici, des relais français, dans vos universités, dans les médias, mais ça va marcher. Et encore une fois, les Français vont se retrouver à s'autoflageller parce que vous avez quand même une spécialité là-dedans. Vous aimez bien vous autoflageller sur des sujets parfois que vous ne maîtrisez pas vous-même. Oui, dans le dossier des Grands Lacs, c'est ça, en réalité, c'est ce qui se passe. Il y a une forme d'autoflagellation du côté français qui étonne. Et pendant ce temps, les Hutus continuent à être jugés, condamnés. Les Congolais se posent des questions sur l'avenir de leur pays qui est aujourd'hui dans le territoire et en partie occupé par les forces rwandaises à travers la milice du M23. Tout ça, les services de renseignement occidentaux le savent. Mais on ferme les yeux. Et c'est la raison pour laquelle je parle aussi des crimes et de manipulation de la justice couverts par l'Occident. Parce qu'en réalité, tous ces faits sont documentés par les services de renseignement. À ce jour, concernant les crimes de Kagame au Congo, je dois dire qu'aucun Rwandais au gradé n'a été condamné. Un seul il y a eu des sanctions contre un capitaine de l'armée rwandaise l'année dernière, après près de 28 ans de déstabilisation continue de l'Est congolais par le Rwanda et des pillages de ressources naturelles. Un seul, le capitaine Gassifira, qui est d'ailleurs insignifiant en fait. On condamne un capitaine qui a été cité dans un rapport des Nations Unies, mais on ferme les yeux sur ses supérieurs hiérarchiques qui sont eux aussi cités dans le même rapport des Nations Unies, dans l'implication du Rwanda dans la déstabilisation et le pillage du Congo. Et donc, c'est cette posture de l'Occident qui permet de comprendre aussi l'animosité d'une génération d'Africains qui refusent de jouer ce genre de jeu, d'accepter ce genre de situation. Donc, au lieu de parler de Wagner, de la Russie, les Africains ne sont pas stupides. Ils comprennent que toutes les puissances qui viennent ont des intérêts particuliers. Les Africains eux-mêmes ont des intérêts aussi. Mais quand on voit ce type d'agissement, on ferme les yeux sur des crimes de masse, parce qu'il faut quand même dire que les hommes de Kagame ne lésinent pas sur les moyens. Au Rwanda, ils ont massacré systématiquement des hommes, des femmes et des enfants. Au Congo, n'en parlons pas. Quand vous lisez le rapport mapping des Nations Unies, ça vous donne froid au dos. On y décrit, je vous raconte juste, je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser poser des questions. À Mbandaka, au nord-ouest de la RDC, les troupes de Kagame ont massacré les Hutus et les Congolais. À un point, ils ont jeté les corps dans le fleuve Congo. Il y avait tellement de corps que les habitants des villages avoisinants refusaient de manger du poisson provenant de ce fleuve-là. Et un officier rwandais, Tutsi rwandais, a dit, on nous a demandé de massacrer, nous avons tellement tué que nous étions fatigués, nos commandants sont arrivés, on dit, si vous arrêtez de massacrer, c'est vous qu'on va tuer. Donc ils ne massacraient pas des hommes en armes, je dis bien de civils sans défense, pour la plupart des Hutus. Ils ont massacré systématiquement et il y a eu en 7 mois de conflit à l'est de la RDC, plus de 400 000 morts qu'ils ont massacrés systématiquement. Et l'ONU a produit un rapport des années plus tard qu'on appelle le rapport mapping, dans lequel on parle d'un possible génocide. Mais là aussi, en fait, on voit l'arbitraire de traitement dans le dossier des Grands Lacs. Parce qu'au Rwanda, on n'a pas attendu la mise en place d'une juridiction internationale pour statuer qu'il y avait un génocide contre les Tutsis. 6 mois après le génocide au Rwanda, on avait un tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans le cas du Congo,
On parle d'un possible génocide et on laisse la tâche de la détermination des faits à une juridiction. Ce qu'on n'a pas fait dans le cas du Rwanda. Pire, on ne veut pas mettre en place un tribunal pénal international pour juger les crimes qui ont été perpétrés en RDC. Pourquoi? Parce que si on met en place un tribunal, celui-ci sera obligé de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé dans la région. Et il y aura des implications importantes. Et croyez-moi, on ne parlera pas de l'implication de la France, mais des États-Unis et de leurs alliés. Et c'est ça que certaines puissances essaient d'étouffer. Et c'est ça aussi que Macron aujourd'hui essaie d'étouffer. Lui, dans le pays, à la différence des anglo-saxons, a quand même joué un rôle important en essayant non seulement d'empêcher un génocide au Rwanda, mais aussi d'empêcher la déstabilisation du Congo, parce qu'il faut le dire. La France, sous Chirac, avait tout fait pour empêcher que le Congo ne soit déstabilisé définitivement par le Rwanda. Et on sait, grâce à l'enquête de Pierre Péan, que lorsque les Français ont déployé les forces spéciales au niveau de Kisangani, le président Clinton est intervenu pour dire à Chirac de retirer les troupes françaises de la région. Et c'est comme ça que la France a été défaite dans la région, c'est comme ça qu'elle a été aussi chassée de la région. Et aujourd'hui, pour revenir, elle préfère en fait, encore une fois, se placer du mauvais côté de l'histoire en entretenant des liens avec ceux-là même qui ont servi de bras exécutants aux États-Unis pour la chasser de la région et qui ont passé leur temps à insulter, à dénigrer les autorités françaises dans le dossier de Rwanda et de Grand Lac.